Ah, il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de Dieu. C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Micro-ondes, votre nouveau podcast de débrief sur l'émission Top Chef. Je suis Raoul Villeroy, peut-être m'avez-vous déjà entendu sur d'autres podcasts parlant de sport, de jeux vidéo ou que sais-je. Cette fois-ci, on part en cuisine et avec moi, deux chefs du micro pour cette première émission qui vont se présenter. Tout d'abord, Raphaël Masméjean. Salut Raphaël. Salut Raoul, salut à Lucas et puis salut à tout le monde. Donc Raphaël, vous m'avez aussi sans doute déjà entendu dans d'autres podcasts sportifs que j'ai l'occasion d'animer, auxquels j'ai l'occasion de participer avec Raoul, donc notre hôte on va dire du jour. Et voilà, globalement. Très bien, on parlera bien sûr après de nous un peu plus, et nous en cuisine notamment. Tu l'as dit, il est aussi avec nous aujourd'hui, Lucas Vola. Salut Lucas. Salut à tous, salut Raph, salut Raoul. Moi, vous avez probablement pas eu l'occasion de m'écouter, mais c'est peut-être tant mieux pour vous. Hein. Je pense qu'au bout d'un épisode, vous en aurez marre. Non. Mais donc voilà, je suis là et heureux d'être sur ce podcast Micro-ondes. Bien sûr, on est tous très heureux d'être là. Je réalise que je me suis entouré de deux Italiens d'origine ou presque pour parler de cuisine. Je me mets en danger, mais c'est comme ça. J'aime le danger. Messieurs, de quoi va parler ce podcast? Chaque semaine, on posera tous ensemble. On se posera pour débriefer l'émission de Top Chef du mercredi sur M6. On donnera un peu nos avis, nos pronostics, nos retours, nos recettes préférées. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tout de suite le reste de l'équipe que vous entendrez peut-être dans des futures émissions, puisqu'il n'y a pas que nous trois sur ce projet. On est toute une équipe de passionnés incroyables. D'abord Nelson Kenyar. Alors Nelson qui se trouve est avec nous aujourd'hui juste pour dire coucou parce qu'il est dans le chat à ce moment-là. Salut Nelson. Bonjour à tous et puis à bientôt. C'est donc Nelson, merci beaucoup, à bientôt on l'espère. Vous retrouverez aussi Sébastien Polomeni, Benjamin Montaigne qui a fait les visuels, merci beaucoup Ben, ils sont au top. Et Romain Terrasse qui a fait le logo et qui est au top aussi. Peut-être avez-vous remarqué l'ustensile caché dans le logo. Messieurs, on va d'abord un peu parler de nous avant de commencer. Quel est votre niveau en cuisine? Est-ce que vous êtes plutôt fourneau ou micro-ondes, justement, Raphaël? Écoute, j'ai envie de te dire que je suis un peu entre les deux. Je suis pas micro-ondes parce que je n'ai pas de micro-ondes chez moi, donc ça simplifie le sujet. Je suis plus un adepte du réchauffage de plats par le four ou la poêle, disons, méthode traditionnelle. Hein. Bravo. Et après, mon niveau de cuisine... je pense se limite à regarder Top Chef et dire je sais pas si j'aurais fait ça. C'est justement le but de ce podcast. Lucas, toi, c'est quoi ton niveau de cuisine? Moi, c'est plutôt micro-ondes. Ah. Alors, j'ai pas de micro-ondes non plus. C'est quoi au-dessus de toi là? Mais c'est un micro-ondes cassé justement. Ah, ok. Voilà. Un micro-ondes cassé, mais je réchauffe à la poêle aussi, mais je suis plutôt micro-ondes. Et quand je regarde Top Chef, moi, ça me donne uniquement... Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent Top Chef, ça leur donne envie de cuisiner. Moi, ça me donne envie de manger uniquement. Ouais, donc voilà, ça donne un peu mon niveau en cuisine. Je suis assez d'accord, je suis un peu comme vous. Moi, je suis pas un grand cuisinier. Alors, je me suis récemment découvert une passion pour les marinades de poulet. Alors, j'adore faire des marinades. C'est pas très difficile, hein. Tu fous tout dans un plat, puis après tu fous tout dans la poêle. Mais c'est très bon. Maintenant, voilà, c'est plutôt l'amour de Top Chef qui nous réunit plutôt que l'amour de la cuisine à faire. En tout cas, je crois. On verra pour les autres membres de l'émission. Peut-être ce sont des grands cuisiniers, je ne sais pas. Et l'amour de Top Chef, tiens, avant de commencer, histoire qu'on se situe un peu, votre meilleur candidat de l'histoire de Top Chef. Allez hop, comme ça, au débeauté. Qui vous choisiriez? Oh là, tu nous mets devant un grand nombre de candidats. Et en plus, je pense qu'on est biaisé par la récente saison. Parce que j'ai envie de dire Adrien, mais c'est probablement pas le meilleur candidat de Top Chef de l'histoire, mais comme c'est dans la dernière saison, c'est difficile de se le sortir de la tête. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aurais pris Camille, personnellement, le gagnant de la saison 9, qui pour moi est le meilleur candidat de l'histoire de Top Chef. Qui tu verrais, toi, Raphaël? Ouais, peut-être un peu comme vous deux, Camille ou Adrien. Effectivement, je rejoins Lucas sur le côté Adrien, c'est tout récent, donc forcément, on l'a à l'esprit. Après, cela dit, j'ai vu passer une vidéo sur les internets, comme on dit, vous l'avez peut-être vu par Combini,
où Hélène Darroze et Michel Saran étaient interrogés et tous les deux prenaient Adrien dans leur brigade all-time. J'ai l'impression que le bonhomme a quand même laissé une belle empreinte dans l'émission quoi qu'il arrive. Ouais. Donc allez, Adrien et pour la découverte du Flambadou. D'autant, on doit quand même la découverte bien du sûr, Flambadou. que vous avez entendu dans le jingle, bien sûr, vous aurez d'autres jingles au cours de ce podcast. J'espère qu'ils vous rappelleront de beaux souvenirs. En parlant de jingle, on va envoyer le premier tout de suite, puisqu'on va pouvoir passer à la première partie de notre émission de preview, à savoir la présentation de la saison 12. On se retrouve après le jingle. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un pitibab. Allez, on passe à la dégustation. Vous l'avez entendu, plein de souvenirs dans ces jingles à chaque fois, le pitibab notamment. Alors, on va parler un petit peu de la saison 12 qui va arriver sur M6 à partir de mercredi prochain, le 10 février. Bien sûr, on a appelé M6 pour avoir le programme et tous les éléments sur cette saison 12. Pas du tout. Tout est en ligne, les communiqués de presse sont en ligne, donc on s'est un peu spoilé. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler sur le contenu de la saison, avancez de 10-15 minutes. Vous devriez passer à l'étape d'après dans le podcast. Et sinon, restez avec nous puisqu'il y a plein de choses sur cette saison 12. Messieurs, saison 12 sous le thème de la créativité. Un thème... alors l'an dernier c'était l'audace. Je sais pas s'il y avait des thèmes avant. J'ai l'impression que c'est le nouveau truc. Même jury, ça ne change pas. Paul Perret, bien sûr. Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Saran. En lisant les previews, j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup l'épreuve. Vous vous souvenez du quart de finale l'année dernière où il fallait lécher l'assiette en dégustant. Ça va se diriger un peu sur des trucs qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est sûr que là, de toute façon, au bout de 12 saisons, il faut bien qu'ils trouvent des choses pour garder les gens à trouver des épreuves un peu qui sortent de l'ordinaire. Après, le thème de la créativité, ça me fait un peu rigoler parce que c'est un peu le but de la cuisine quand même. J'ai l'impression que ça fait quand même 12 saisons que le thème c'est la créativité. C'est un petit peu l'audace à la limite. L'année dernière, je comprenais. La créativité, là, bon, je pense qu'ils se sont pas trop cassé la tête pour trouver le thème. Mais bon, s'il y a des épreuves originales, ça peut être pas mal. On va revenir là-dessus juste après. Raphaël, ça t'inspire la créativité, toi ? Oui, je rejoins un peu Lucas. Vu que c'est une qualité qu'on demande aux candidats depuis des saisons et des saisons dans Top Chef, je suis pas bien certain que cette année il faille en faire encore plus en termes de créativité pour l'emporter. Donc je reste un peu mesuré là-dessus, mais juste tu me permets quand même, la bonne nouvelle, moi je trouve, de cette saison, c'est la confirmation que Paul Perret est toujours là dans le jury, qui a apporté l'an dernier une vraie nouveauté, un nouveau souffle dans le jury, et il a fait vachement bien. Son duo avec Adrien a été quand même bien dans les mémoires de tout le monde, donc très content de le retrouver à nouveau cette saison. Ouais, je suis assez d'accord, c'était une belle découverte. L'homme à la casquette, bien sûr, qu'on avait vu déjà dans la saison 10, qui avait été jury invité, un chef invité, je sais pas comment on dit, mais voilà. Alors que la police de la cuisine a retrouvé l'un de vous deux, je ne sais pas qui c'est, mais nous ne parlerons pas. Je pense que c'est moi. Alors, tu parlais tout à l'heure des épreuves, Lucas. On a quelques éléments sur les épreuves qu'on va avoir dans cette saison 12. Il y a des épreuves qui reviennent. La boîte noire, bien sûr. La guerre des restaurants, même si là, ça va être un peu... et vous le verrez dans cette saison, de toute façon, le thème du Covid va planer un peu sur tout. J'ai lu que ça allait être à emporter, c'est ça vous avez vu les mêmes infos que moi, monsieur Raphaël ? Ouais, c'est ça. Pour s'adapter un peu à ce que les restaurateurs vivent en cette période compliquée. Visiblement, ils ont décidé de proposer la consommation en click and collect pour la guerre des restos. Donc, je suppose que du coup, ça veut dire que la première partie avec des gens qui jugent au menu reste identique, dans le sens où les gens restent à l'extérieur et vont choisir un ou deux des restos par rapport au menu. Par contre, tout l'enjeu, ça va être effectivement de proposer des plats qui peuvent être en barquette, à emporter, et que les gens soient pas dégoûtés en ouvrant la barquette et que tout soit foutu à l'envers, tout ramolli. Enfin, donc plutôt intéressant cette nouveauté. Ouais. Lucas, c'est pas dommage qu'on n'ait plus du coup ce côté déco comme on a eu des trucs tellement absurdes dans les années passées de décoration des restos. Je trouvais que ça faisait un peu le charme de cette épreuve. Là, bon, forcément, les conditions l'imposent, mais ça va me manquer un peu. Est-ce que ça te manquera ? Après, il faut voir. Et peut-être qu'il va falloir rentrer quand même dans le restaurant pour aller chercher la nourriture. Et peut-être qu'ils vont devoir un petit peu faire un petit effort, ou au moins peut-être un petit effort de devanture pour attirer les gens. Je ne sais pas comment ils vont l'organiser. Mais faut voir. C'est sûr qu'il y aura moins, en tout cas, cet aspect déco comme on l'a eu. Vous savez que ça, c'était drôle, surtout l'année dernière, avec les frites, les chips au plafond. Mais bon,
On va voir. Après, c'est souvent une des épreuves vers la fin, parce qu'il faut forcément qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats, parce que si on fait ça à 15, autant te dire que ça fait beaucoup de restaurants. Mais donc, va falloir l'attendre un petit peu, celle-là, quand même. Je suis d'accord. C'est vrai que ça va être curieux. Une autre épreuve emblématique qui revient mais qui est un petit peu mise au goût du jour, et alors là je dois avouer qu'au moment où j'ai appris cette nouvelle, mon hypomètre de cette saison 12 a littéralement explosé. La fameuse épreuve qui peut battre Philippe Etchebest, et alors là, nouveauté de l'année, c'est qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Perret, les deux associés sur la même épreuve. À quoi on peut s'attendre, messieurs? Alors, et comme l'an dernier surtout, Hélène Darroze et Michel Saran ne sauront pas que Paul Perret et Philippe Etchebest ont fait un des plats qu'ils vont déguster. Je sais, est-ce que vous comme moi vous vous attendez énormément de ce que peut donner l'association Philou Polo, si j'ose les appeler ainsi, Raphaël? Ah ouais, comme un peu tout le monde, hein, grosse hype autour de cette épreuve. Déjà à chaque fois, chaque année, on va dire, c'est un peu un temps fort, ce moment qui peut battre Philippe. Et là, tu rajoutes Paul, deux profils de cuisiniers vraiment différents. On a le côté avec Philippe Etchebest, un peu mof, plus dans des pas traditionnel au bon sens du terme, tu vois, très précis. Et on va ajouter la touche originalité, twist de Paul Perret à ça. Va falloir que les candidats se dépassent, à mon avis, pour battre l'assiette des deux, parce que c'est du très costaud là quand même. Alors, est-ce qu'ils vont être ensemble ou ils seront séparés? Alors moi j'ai lu, encore une fois, c'est les éléments, à quatre mains, les deux sur le même plat. Alors peut-être que justement ça va être aussi la difficulté, ça va être pour les deux de réussir à associer leurs idées. Moi je vais voir ça. Ah bah alors je sais pas quand c'est, généralement c'est aussi vers le milieu de la saison, l'épreuve de qui peut battre Philippe Etchebest, donc ça peut être franchement rigolo, ça j'ai hâte de le voir aussi. Alors il y a des nouvelles épreuves en revanche, aussi dans cette saison 12, il y a l'épreuve écologique. 50% M6 disait. 50% de la saison, tu veux dire? De nouvelles épreuves. Ah oui. 50% d'épreuves nouvelles d'après M6, il me semble avoir lu. Alors après, pour avoir fait un peu le tour des trucs, les épreuves, ça peut très bien être, on revisite, je sais pas, la pomme de terre de telle sorte. Bon bah jusqu'à maintenant, on avait toujours fait des pommes de terre d'autres sortes. Tu vois, quand on dit 50% de nouvelles épreuves, ça peut être un peu histoire de vendre. Non mais bon, voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont revisiter quelque chose. Ils vont revisiter quelque chose toutes les semaines. Oui. Moi, c'est le thème. Il parlait d'audace, de créativité. Le thème, c'est on revisite. Ils revisitent toujours quelque chose. Quand il y a un mec qui sait pas faire une épreuve, il dit les gars, qu'est-ce qu'on va revisiter? Il regarde dans sa cuisine, il ouvre un placard, on va revisiter le sel. Ah bon, le sel? Ouais, on revisite le sel. Je te rappelle l'indignité de la fin des quarts de finale l'an dernier où Jessica Préalpato donne un pass à Martin et du coup il se retrouve à égalité avec David sur une épreuve de pâtisserie brillamment menée par Martin, et aux portes de l'élimination on leur dit bon maintenant vous allez faire un riolet, bah voilà, faites un riolet, ça c'est une super épreuve en 30 secondes, alors revisiter bien sûr, et là-dessus tu juges un riolet fait en une demi-heure. Enfin bon, ça m'avait énervé. Des nouvelles épreuves, donc, je l'ai dit. Alors, il y a une épreuve qui va être intéressante avec Mauro Calogreco, qu'on avait vu l'an dernier, qui était le chef du meilleur restaurant du monde à Menton, et qui va être l'épreuve écologique. Je veux y voir, en tout cas, un clin d'œil au verre en plastique d'Adrien en finale l'an dernier. Est-ce que vous voyez comme moi, messieurs? Non. Pas du tout. Je vais laisser Lucas, il est plus inspiré. Écoute, vous aurez probablement pas l'occasion de nous voir, de voir nos réactions, mais on a eu exactement la même réaction avec une moue dubitative, c'est le moins que je puisse dire. Écoute, Raoul, si tu le vois comme ça, merde, super. on va te suivre dans ce combat, mais je l'aurais pas dit comme ça, mais oui, bien sûr que je vois un rapport avec le verre en plastique. Vous êtes vraiment des frères. Non, mais cette épreuve-là, elle va être intéressante parce que elle va apporter un truc qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, qui est peut-être aussi un peu l'aspect d'utiliser tous les trucs d'un plat pour faire passer un message. Ça avait été testé un peu, je pense à l'épreuve d'Adrien en finale, mais aussi au moment, souvenez-vous, du Casino de Paris par David l'an dernier. Et là, c'est vraiment le thème, c'est intéressant à voir, je pense. Raphaël, vas-y. Ouais, je sais pas, le truc c'est que utiliser toutes les parties d'un produit, par exemple, c'est déjà une épreuve qui existe. Il y avait eu l'an dernier l'épreuve avec à La Rochelle, sur le port, où les mecs devaient utiliser les arêtes, l'ensemble du poisson. Donc là, le côté écologie, j'ai un peu du mal à voir en quoi c'est vraiment nouveau sur Top Chef, si ce n'est que peut-être tout le monde va faire un plat sans viande, tu vois, mais
ça me paraît pas non plus révolutionnaire comme épreuve sur Top Chef, quoi. Bon, je me suis hypé tout seul. Mais l'année dernière, Vas-y, il n'y avait Lucas. pas déjà eu une épreuve anti-gaspillage ou quelque chose comme ça? Si, aussi, ouais, exactement. Ouais. C'est pas il y a 2 ans? Moi, je sais plus, c'est possible. Bon, non, mais très oui, bien. c'est très bien. c'est dans l'air du temps en tout cas. Oui. Mais après, voilà, le côté écologique, ça va peut-être être aussi, ils vont insister pour avoir des assiettes avec des produits très locaux, genre ils cuisinent en Île-de-France, donc peut-être que le twist, ça va être pour certains utiliser que des produits que tu peux potentiellement trouver en Île-de-France. Enfin voilà, il y a 2-3 angles, axes, on va dire, mais in fine, j'ai pas l'impression que ça va être l'épreuve où on va découvrir le plus, où on va être le plus épaté, quoi. Très bien. Bon, alors une autre épreuve nouvelle, en tout cas cataloguée comme nouvelle, et on va voir si vous êtes aussi difficile avec celle-ci, l'épreuve du food pairing avec le chef Heston Blumenthal, qui est un chef anglais 3 étoiles. Et donc le food pairing, c'est cette mode de cuisine, on va dire, qui consiste à mélanger 2 aliments qui sur le papier ont l'air complètement différents, mais qui en fait s'avèrent avoir une association de goût très particulière. Alors il donnait des exemples, j'ai retenu le caviar et le chocolat blanc notamment, ou l'huître et le kiwi, il me semble, ou un truc comme ça. Enfin, c'est vrai que sur le papier ça a pas l'air ouf. Est-ce que ça vous hype un peu plus déjà, Lucas? Un petit peu plus, même si bon, on a déjà vu aussi des candidats tenter de, peut-être pas exactement les exemples que tu nous as donnés, mais tenter des choses un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'était plus sporadique, on va dire. C'était plus un candidat qui le tentait pour sortir du lot, alors que là, si c'est quelque chose qui est une condition à l'épreuve, ça peut être rigolo, ça peut donner des choses rigolotes. Et à chaque fois que tu me donnes des épreuves nouvelles, malheureusement, j'imagine Adrien à chaque fois, puisque dans ces épreuves-là, bien sûr. et ça me fait rire, voilà. Mais bon, on espère qu'il y en aura au moins des candidats qui seront aussi drôles. Ouais, oui, on va repasser aux candidats. On vous fera une présentation bien sûr détaillée des candidats en deuxième partie d'émission. Raphaël, cette épreuve du food pairing, intrigué, pas intrigué, déjà vu? Ouais, un peu comme toi. Enfin, d'ailleurs, je sais pas, tu vas nous dire après ce que tu en penses, mais je rejoins Lucas. Le fait que ce soit une condition vraiment pour tout le monde et que tout le monde parte sur l'objectif de faire une association différente, je trouve ça plutôt sympa. Là, maintenant, c'est vraiment le type d'épreuve qui aura de la saveur que si on tombe sur un truc absolument insensé auquel on n'avait même pas imaginé. Je vais pas dire qu'on imagine qu'on imagine spécialement le huître et kiwi, mais justement, on aurait vu ça pendant l'épreuve, on aurait été assez pas choqué, mais voilà, ça aurait dressé l'intérêt. Donc bon, c'est une épreuve qui vraiment ne va vivre que par le résultat clairement de ces candidats. Ouais, et du coup il va falloir, j'espère qu'il y aura des candidats un peu fous. Tu mentionnes Adrien, Lucas évidemment, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire de Top Chef aux idées un peu osées. Donc j'espère que cette épreuve-là leur permettra de se révéler. Pour finir sur la présentation de la saison, il y a quelques chefs qu'on nous a un peu vendus d'avance, notamment pas mal de chefs étrangers. Ça c'est assez rare pour être souligné. Des Espagnols notamment, alors je peux vous donner les noms mais je sais pas si ça vous parlera. J'ai vu qu'il y avait le chef Angel Leon, Andonia Duris, donc déjà 2 chefs espagnols, le chef Blumenthal aussi qui est un chef anglais. Alors et dans les chefs qu'on connaît peut-être plus et notamment dans les noms français, il y aura Guy Savoy, qui est un nom de la gastronomie française important. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de pâtissiers. Est-ce que ça veut dire qu'on s'attend à beaucoup d'épreuves avec des desserts, ce qui n'a pas toujours été trop la mode, je crois, dans Top Chef. Est-ce que ça, les épreuves de pâtisserie, c'est des trucs qui vous branchent ou vous préférez la cuisine traditionnelle, on va dire? J'ai pas dit de prénom, du coup vous êtes perdu. Vas-y, Lucas. Oui, bah plutôt pas trop. Bah, comme les desserts, hein, d'ailleurs. De temps en temps, c'est sympa. Mais c'est vrai que si ça prend beaucoup de place, ça peut pas être agaçant, mais un peu gâcher un petit peu l'émission. Moi, j'aime bien quand c'est de la cuisine. Je vais vexer certains pâtissiers, mais quand c'est de la vraie cuisine. Non, mais attends, je te rappelle que en demi-finale l'an dernier, quand David Gallienne a annoncé son épreuve, puisqu'en demi-finale tu choisis l'épreuve pour tout le monde, il annonce le truc avec le sucre soufflé, et Perret arrive au niveau du plan de travail d'Adrien et lui dit, et Adrien lui explique l'épreuve, et Perret dit faire de la pâtisserie en demi-finale de Top Chef, je croyais que c'était un concours de cuisine. Donc si tu veux, voilà, voilà, on a le même humour. Ouais, non mais voilà. Est-ce que Raphaël, toi, ça te va, les épreuves de pâtisserie? Un peu entre vous deux. Il en faut pas tout le temps. Il faut pas qu'on ait 5-6 épisodes qui se jouent là-dessus, parce que
voilà, effectivement, la pâtisserie a peut-être quelque chose de moins créatif dans le sens où t'as des règles en pâtisserie quand même avec ça se joue au milligramme près de sucre, de farine, de machin. Donc il y a peut-être moins de place à la créativité. Donc d'ailleurs, ça peut paraître peut-être un peu étonnant. Mais justement, comme c'est le thème de la créativité cette année, comment ils vont tourner ça? J'ai cru voir passer l'idée d'une épreuve où le dessert faudra faire un dessert, dessert cuisinier, comme ils disent, à partir vraiment de viennoiserie. Donc là, tu vois, j'attends de voir ça m'intrigue comment les mecs vont utiliser le croissant et le pain au chocolat pour en faire un dessert cuisiné ça, ouais. Et pas juste le petit croissant dans l'assiette. Donc bon, pourquoi pas, j'attends de voir. Ouais, écoutez, on verra. Moi, vas-y, Lucas. Je vais me permettre de me défendre parce que là, j'imagine déjà que j'en ai fait sortir quelques-uns de... Restez. Ou de, voilà, s'ils nous écoutent en train de faire du footing, il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés. Alors, je m'excuse, mais ce que je voulais dire, c'est que là, on sent les rames. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la pâtisserie, c'est un métier différent, en fait. C'est vraiment 2 métiers différents. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage parce que ils font tous le même métier de cuisinier. Et il y en a certains qui sont un petit peu plus sensibilisés à la pâtisserie ou qui ont fait un petit peu plus. Et du coup, ça crée des écarts. Et d'ailleurs, on l'a vu l'année dernière. Ça crée des écarts un peu trop importants parce que c'est complètement un autre métier. C'est des choses qui sont complètement différentes quasiment. Donc, c'est pour ça que moi, ça me gêne un petit peu. Après, voilà, tous les pâtissiers qui nous écoutent, je vous aime. Je vous aime les Bien sûr, et on adore manger des pâtisseries aussi de temps en temps. D'ailleurs, si vous aimez la pâtisserie, vous pouvez aussi regarder Le Meilleur Pâtissier sur M6. Hein. Voilà, c'est dans le même ordre d'idées. Il y a de la pâtisserie. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de la globalité de cette saison 12. On se met un petit jingle et on va pouvoir passer à la présentation des 15 candidats. Accrochez-vous, c'est parti. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con. Allez, dernière minute. Je te demande pas on fait un enfant, non, je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas? Est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie? Merci à Maximilien pour cette fabuleuse punchline à l'époque. Des candidats qui ont marqué bien sûr l'histoire de Top Chef et il y en aura peut-être dans les 15 candidats qui vont être présents dans cette saison 12. On va vous présenter les 15 candidats et vous verrez en fin d'épisode, on s'est livré à un exercice de pronostic, de classement. Alors voilà, ça vaudra ce que ça vaudra. D'ailleurs, je suis content que Lucas soit là parce qu'il a complètement fait n'importe quoi sur les pronos, donc il va pouvoir se défendre en direct. C'est excellent. Alors, d'abord, première chose qu'il faut noter, messieurs, pas d'étoilés cette année. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que ça évite un peu les gens trop forts, on va dire, Raphaël? Ouais, moi je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on l'a vu quand même l'an dernier avec David. On a senti qu'avec son étoile, il avait ce statut de favori. Alors après, comme dans toute compétition, des fois les favoris se plantent, il aurait pu se planter, il n'est pas passé loin en demi-finale de décevoir tout ça. Donc il y a toujours la place là-dessus, mais clairement sur beaucoup d'épreuves, on sentait qu'il était vraiment au-dessus de la plupart des candidats grâce à cette expérience de l'étoile. Donc je trouve ça pas plus mal qu'on retombe plus sur des gens expérimentés, mais pas encore étoilés, quoi. Des expérimentés et de l'expérience, il y en a à des niveaux divers et variés, puisqu'on va le voir, il y a des candidats qui ont plus ou moins d'expérience. Lucas, même question, pas d'étoile, bonne nouvelle? Même réponse, bonne nouvelle. Parfait. Oui, l'étoile, ça marque quand même une étape, même si bon, il y a des cuisiniers qui sont très très bons qui n'ont jamais été étoilés, mais c'est vrai que ça marque quand même un palier dans la cuisine, et c'est vrai que du coup, même comme tout à l'heure, ça crée un peu des différences de niveau ou d'expérience qui sont un peu dommageables pour l'émission, je trouve. Très bien, oui, je suis assez d'accord avec vous de toute façon. On commence du coup, on prend dans l'ordre. Le premier, c'est Bruno Aubin. On vous fait un peu la présentation à chaque fois du parcours et des caractéristiques des candidats, on va dire. Lui, il a longtemps bossé au Bristol avec Éric Fréchon, donc ça veut dire qu'il doit avoir un mental à toute épreuve, parce que Éric Fréchon, à mon avis, en cuisine, c'est pas une gageure. Aujourd'hui, il est chef de cuisine à l'hôtel Narcisse Blanc. Alors, la description qu'on nous en a fait, c'est assez bosseur, qui aime bien moderniser des plats traditionnels dans une saison de créativité, ça peut être utile. Lucas, qu'est-ce que tu penses de Bruno Aubin pour cette saison 12? Alors apparemment, j'avais lu aussi qu'il avait fait un stage ou des stages avec Philippe Etchebest. Ouais. Et donc ça, moi j'attends déjà de savoir s'il va le reconnaître. T'inquiète qu'on lui aura dit, hein, la prod va bosser là-dessus, je pense.
J'imagine. Bah, disons alors comment il va le jouer, la surprise. Parce que, voilà, les chefs, ils sont très forts en cuisine. Encore que Philippe Etchebest, c'est peut-être le meilleur, mais certains, dans le jeu d'acteur, en même temps, c'est pas leur métier, hein, mais ils sont incroyables. Moi, j'ai en tête les slow motion sur eux dans les cuisines qui sont certainement refaits après, quand ils se tournent et qu'ils regardent. Alors bon, les gens n'auront pas l'occasion de nous voir en vidéo, mais franchement, c'est magnifique. À chaque fois que je vois ça, je rigole. Et puis avec une voix en plus derrière, off. À la voix off, c'est terrible à chaque fois. Hein. Je ne suis pas très contente de Mallory. Il aurait pu faire plus d'efforts. Oui, d'accord, Hélène, joue-le un peu plus. Voilà, et puis imaginez-vous, du coup, Hélène Darroze qui se tourne et qui fait un mouvement de tête en super slow motion 4K. Voilà, c'est magnifique. Bon, pour revenir à ta question. Du coup, Bruno Aubin. Bruno Aubin, excuse-moi, je divague, mais ouais, j'ai envie de voir si Philippe Etchebest va le reconnaître, s'il va le prendre éventuellement, pourquoi pas. Et j'imagine Philippe Etchebest plutôt difficile et dur avec ses anciens stagiaires ou pas. Et donc, s'il était dans sa brigade, je l'imagine peut-être encore plus dur avec lui. Et donc, ça me donne envie de le voir dans la brigade de Philippe Etchebest. Raphaël, Bruno Aubin, plutôt prometteur, plutôt moitié de tableau supérieur pour cette saison 12. Oui, ça a l'air d'être un profil assez solide. J'avoue que moi aussi, j'aimerais bien le voir avec Philippe, notamment s'il se plante sur 2-3 bases, que le mec lui en colle une en disant c'est pas ce que je t'ai appris il y a c'est clair. Il me ferait bien rire. Non, mais clairement, ça a l'air d'être solide. Il a le profil un peu quand tu vois ça, et on vous partagera, faut le dire, on partagera sur les réseaux sociaux des petites vignettes de tous les candidats avec un peu leur parcours, etc. Ça a l'air d'être le bon élève. Après, ce qui me fait toujours un peu peur dans ce genre de concours, c'est qu'il y a quand même écrit qu'il cherche son identité culinaire. Ouais. Toujours un peu peur parce que souvent les chefs aiment bien quand même retrouver des plats marqués où tu sens un fil conducteur au fur et à mesure de la saison. Et ils sont capables, à mon avis, de reconnaître les assiettes. Lui est pas là-dedans, ça peut lui jouer des tours à la fin, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Deuxième candidat, Arnaud Baptiste qui lui aussi a été élevé sous l'aile d'un grand chef, en l'occurrence Yannick Aleno, avec qui il bosse aujourd'hui à l'Alénothèque. Donc encore un qui doit être rompu aux engueulades sans fin et aux remontrances. Donc ça, c'est pas un problème pour lui. Alors on nous le présente un peu comme le Titi parisien. Tu as petite moustache, les petits tatouages, un peu proche de sa famille, il raconte les histoires de la cuisine de sa grand-mère qu'il essaye de chercher depuis toujours. Le gars sympa, peut-être un peu trublion aussi de cette saison 12, peut-être peut-être un futur punchliner pour la saison 2 du podcast Micro-ondes. Je sais pas ce que vous en pensez, Raphaël. Oui, non, comme tu dis, le parcours chez Aleno, quand on voit depuis plusieurs saisons les épreuves d'Aleno, la rigueur du type, on se rappelle tous de son gobage d'œuf dans l'épreuve où Camille, saison 9, devait faire un œuf, je sais plus de quelle manière, et Aleno lui avait bouffé son œuf parfait, quoi. Ouais. Bon, clairement, je pense que du coup, comme tu dis, il a un bon entraînement. Donc à voir après comment il réalise, comment il met ça en avant, mais bonne tête, ouais. Lucas. Après, c'est toujours compliqué de parler alors qu'on ne les a pas vus évoluer, mais c'est vrai que du coup on se base sur leur parcours et tout ça. Moi, je vais vous faire une confidence, je suis pas un grand fan de Yannick Aleno. Et du coup, quand on m'annonce quelqu'un qui est un disciple de Yannick Aleno, forcément, je m'attends à quelque chose qui va pas forcément me plaire. Alors du coup, c'est pour ça que tu me chambrais sur mon classement, que peut-être on aura l'occasion de détailler tout à l'heure. Tout à fait. Je l'ai fait au feeling. Du coup, parce qu'on les a pas vus, donc on sait pas. Il y a encore eu aucun épisode, donc nos avis se feront au fur et à mesure. Mais du coup, en le faisant au feeling, notre ami disciple de Yannick Aleno, il n'a pas une grande place dans mon cœur. Arnaud n'est pas ton favori. Est-ce que Aleno, tu dis que t'aimes pas le personnage qu'on voit dans les émissions ? Ouais, qu'on voit dans les émissions, qu'on a pu entendre à droite à gauche aussi, parce que forcément, ces chefs, ils sont pas que dans Top Chef. Parce que quand ils viennent dans Top Chef, forcément, ils sont mis sur un piédestal, c'est normal. C'est des grands chefs, et puis on va forcément dire que du bien d'eux. Après,
si on a pu lire à droite à gauche des choses sur Yannick Aleno, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un de très sympathique. Après, bon, on n'est pas là pour ça, on va pas rentrer dans des. Non, mais du coup, sur mon avis, je le porte pas forcément dans mon cœur. Mais très bien. Voilà, mais alors, je suis d'accord avec toi assez globalement sur Yannick Aleno, qui a pas toujours envoyé une image très sympa. En revanche, dans la dernière saison, quand il est venu pour les demi-finales sur cette épreuve de la sauce, remportée avec brio d'ailleurs par Mallory, en y repensant, je l'ai revu là, je regardais un peu les épisodes pour préparer les jingles de l'émission, et les 4 sauces qui avaient été proposées avaient toutes l'air hyper fortes, et c'est vrai que c'était une des épreuves peut-être qui a eu un des niveaux les plus relevés de la saison, et je l'avais trouvé plus sympa que les fois d'avant en tout cas. Donc bon, je m'étais dit pourquoi pas Yannick, allez, une deuxième chance. Donc bon. Vas-y, Raph. Ça peut rejoindre ce que tu dis, mais c'est, je pense que c'est le genre de type qui a ses têtes, quoi. S'il a l'air de t'apprécier au premier regard, il va être plutôt gentil, je pense. Par contre, si tu lui fais une mauvaise impression, c'est le genre de mec à te saquer en permanence, quoi. On est d'accord. Troisième candidate, Chloé Charles. Chloé Charles, 33 ans, de Paris. Alors, Chloé Charles, elle a été un peu présentée, en tout cas, via les différentes présentations cette année, comme la chef itinérante, qui a un peu des expériences à droite à gauche, et qui est très portée sur, et ça rejoint l'épreuve dont on parlait tout à l'heure avec Mauro Calabreco, très cuisine éco-responsable et très anti-gaspillage. Voilà, c'est comme ça qu'elle a été présentée. J'imagine que c'est comme ça qu'elle va vouloir cuisiner chaque épreuve aussi. Je me demande si elle va pas trop s'enfermer dans son truc, et que du coup ça risque un peu pas de déstabiliser les jurys, mais je sais que, enfin, de ce que je voyais les années précédentes, quand t'es trop dans ton truc, que t'arrives avec ton idée en disant moi ma cuisine c'est que ça et je fais que ça et je n'en sors jamais, très vite ça finit par te jouer des tours, et tu vas pas très loin dans l'émission. Donc j'attends de voir. J'ai cru lire en revanche sur les réseaux sociaux que c'était la chouchoute de David, le gagnant de la saison 11. Alors peut-être est-elle capable de nous surprendre et d'aller très loin. Qui croit en Chloé Charles ici? Laissez-moi revoir vos classements. Non, vous l'avez mis plutôt basse dans les classements, j'ai l'impression. Ah non, Lucas, Lucas, tu la mets plutôt haute. Tiens Lucas, tu crois en elle? Ouais, je crois en elle. Je crois qu'elle a travaillé, ou elle travaille au Septime, qui est un restaurant parisien, qui a plutôt la cote. Ouais, après, c'est vrai que s'enfermer dans un thème ou dans un style de cuisine, ça peut justement fermer des portes. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il faut vite s'en sortir, parce que ça marche une ou deux épreuves, ou 3 ou 4, parce que on sait faire. Et puis après, vite. De toute façon, les épreuves, elles sont faites de telle sorte qu'on est obligé d'en sortir. Donc, ouais. Si on ne sait pas sortir, ça peut être compliqué pour elle, mais pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Raph, plus mitigé. Ouais, plus mitigé. Moi, le petit truc qui peut être à la fois sa force et sa faiblesse, c'est visiblement, ça fait 3 ans qu'elle cuisine toute seule, un peu en itinérance. Ça, dans toutes les premières épreuves, notamment où tu es en brigade, est-ce que ça va pas peut-être lui causer tort 2-3 fois de partir vraiment sur son idée, de pas s'entendre avec ses collègues, et que son chef de brigade la sanctionne pour ça? Puis après, l'escalade, elle est vite arrivée. T'arrives en dernière chance, et là, bon, c'est, je vais pas dire que c'est du pile ou face, mais vous avez l'idée, quoi. Donc attention à ce côté peut-être toute seule, qui pourrait lui jouer des tours, mais bon, ça peut être sa force aussi. Oui, si vous savez quoi, si un jour elle gagne une épreuve, je me passerai la musique de Laurie. Moi, je préfère rester toute seule pour lui rendre hommage. Le candidat suivant, Mohamed Cheikh. Alors Mohamed Cheikh, il a une histoire assez intéressante. Il est chef de parti il a été chef de parti au Shangri-La, il était chef au Sofitel La Défense, chef des cuisines au Publicis Drugstore juste avant l'émission. Il est d'origine algérienne, il a grandi à Fontenay-sous-Bois, et on nous explique qu'il a été pas mal discriminé par ses origines au début de sa carrière, et que du coup ça l'a forcé à vraiment bosser la technique pour être irréprochable sur ce qu'il cuisine. Du coup, il est très technique, très méticuleux. Évidemment, il a une cuisine assez épicée, d'influence méditerranéenne, et du coup, il doit avoir un mental assez rompu à ce genre d'exercice-là. Je revois mon classement, je l'ai pas mis très très haut, parce que être très technique c'est bien, mais il faut toujours un peu d'originalité. Maintenant, il est capable d'être un bon élément de brigade pour la première moitié de saison. Est-ce que Raphaël, tu vois ça aussi? Ouais, un peu comme toi, effectivement, il a un parcours qui peut laisser songeur et optimiste pour parcours personnel, en termes de motivation, tout ça, qui peut laisser optimiste. Après,
Je savais pas trop le classer, je l'ai mis plutôt vers le bas, mais plus par élimination, parce que sur le papier, il y avait d'autres profils qui me semblaient meilleurs, donc ça peut être aussi une bonne surprise en fait. J'avoue que lui, clairement, j'attends de voir. Lucas, du coup, toi aussi, alors toi, où est-ce que tu l'as mis? Ouais, au milieu de tableau aussi pour toi. Ouais, je pense que c'est ce que ça m'a inspiré, c'est ce que ça vous inspire manifestement aussi. C'est un parcours pas mal il peut devenir la belle histoire de l'émission, mais d'un autre côté, il n'y a rien qui nous fait lever de notre chaise, et donc du coup, quand il faut le classer, on le classe au milieu, quoi, ni trop bas ni trop haut, donc du coup, difficile de voir. Après, on va voir le personnage aussi. Le personnage, ça peut débloquer. Complètement. Candidat suivant, évidemment, au moment où je dis ça, je ne les ai plus sous les yeux, ça y est, j'y suis. Thomas Chisholm. Thomas Chisholm, j'aime bien. Thomas Chisholm, qui est franco-américain, qui est né à New York, qui arrive en France à 14 ans à Perpignan. C'est quand même paradoxal. C'est pas le même monde, quoi, New York et Perpignan, et qui a un profil que j'aime bien, qui est assez branché graphisme, street art, un peu hip hop, rap, street culture, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, et qui est très porté sur les visuels, et c'est quelque chose que, alors évidemment le goût est toujours important dans Top Chef et tout ce que tu veux, mais moi j'ai toujours aimé les candidats qui faisaient des choses belle à voir tout de suite et un peu différent de juste faire ton plat et de bien dresser. Donc ça, je suis assez curieux de voir ça. Lucas, qu'est-ce que toi tu en attends de Thomas Chisholm? Eh bien, moi je l'ai mis premier. C'est mon favori. Voilà. C'est ton petit chouchou. Oh. Ah ouais, voilà. La grosse cote. Non, je l'ai mis premier. C'est mon chouchou. Je dis pas qu'il va gagner, mais j'aime bien parce que forcément ça me parle, street art. Et puis surtout dans une saison basée sur la créativité, je me dis est-ce que ça peut pas être justement ça, la créativité, les visuels et tout ça. Et puis il y a une chose tout simplement, et c'est peut-être pour ça que je l'ai mis premier, un franco-américain qui arrive à Perpignan. Moi je veux l'entendre parler avec l'accent anglais et du sud-ouest en même temps. Il y a que ça. J'attends le premier épisode que pour ça. Donc rien que pour ça. Vrai. Et s'il me régale sur l'accent, il sera premier dans mon cœur toute la saison. D'ailleurs, je te donnerai la parole tout de suite, Raph, mais ça a été le premier à nous suivre sur Instagram. Donc peut-être qu'il écoutera cette émission, et auquel cas, on l'embrasse. Merci Thomas. Raphaël. Merci Thomas. Ouais, je sais pas, moi j'avoue, je suis parti sur le milieu de tableau. Effectivement, je vois ce que Luc a dit sur le côté créatif dans cette saison-là. J'aime bien un des passages où il explique que pour être créatif dans le visuel de ses plats, faut pas seulement s'intéresser à la cuisine, mais faut aller chercher ailleurs. Je trouve ça intéressant. Après, il me semble un peu plus léger que d'autres sur le CV, on va dire. Et à un moment dans Top Chef, alors tous les ans, on a un candidat qui, avec un peu moins de CV que les autres, arrive à se hisser assez loin, mais après, globalement, il est souvent entouré quand même de gens assez expérimentés, assez techniques. Là, je sais pas, par rapport à d'autres, j'ai un peu plus de doutes là-dessus. Donc, milieu de tableau, mais clairement, ça peut être une des bonnes surprises de la saison. Ouais. J'ai oublié d'ailleurs de mentionner tout à l'heure que Baptiste Arnaud, dont on a parlé, Arnaud Baptiste en l'occurrence, nous suit également sur Instagram. N'hésitez pas à les rejoindre @micro-ondes podcast. Candidat suivant, Pierre Chaumet. Pierre Chaumet qui a un parcours assez international, qui était apparemment hyper actif et qui s'est canalisé à travers la cuisine. Qui a vécu une belle année 2020, puisqu'on nous dit qu'il est devenu papa en 2020, et ça c'est vraiment un frérot, parce qu'il y a plein de gens bien qui sont devenus papa en 2020. Une cuisine plutôt classique avec des touches asiatiques, plein d'audace, plein de créativité. C'est pas forcément le candidat qu'on voit gagner, mais moi j'avoue que je l'ai mis dans mon haut de tableau parce que il y a peut-être un truc, avec cette expérience assez large, avec ces connaissances techniques de base qui peuvent être un peu pepsé, je peux dire, par des trucs, par des saveurs internationales. Moi, j'aime bien. Est-ce que vous me rejoignez? Je regarde, j'ai pas trop l'impression. Ah non, oh là là. Non, il est très mal classé chez vous. Bon, alors, Raphaël, vas-y. Ouais, écoute, j'avoue que je sais pas, j'ai pas été très inspiré sur le côté international pour le coup. Bon, alors je trouve. Sans offense ni rien, mais que le côté touche asiatique dans sa cuisine, ça va faire 4 ans qu'on voit des chefs qui font ça. Enfin, tu vois. Oui, mais qu'on gagnait. Samuel, oui, saison 10. Je dis pas que ça, et puis je dis pas que ça apporte pas quelque chose dans les plats, tout ça, hein, bien entendu, mais je trouve que du coup, le côté, je suis chef occidental et j'ajoute des touches d'Orient dans ma cuisine et c'est hyper original, je trouve que ça l'est de moins en moins, en fait. Enfin, on en voit tellement de plus en plus
que ça se régularise, on va dire, et à juste titre, et tant mieux, et c'est très bon, et tout ça, mais bon, du coup, je suis un peu moins pressionné. Il y a 4 ans, c'est peut-être un profil, je me serais dit, tiens, hyper intéressant. Là, je sais pas. Après, ça peut matcher avec Perret, par contre. Oui, j'y pensais aussi. C'est vrai que on sait que Paul Perret, lui, son restaurant, il était au Japon, si je dis pas de bêtises, et il a ce côté-là aussi qu'il aime bien. Mais... Ah oui, bon, en tout cas en Asie, ça c'est sûr. Lucas, Pierre Chomet, un avis? Plutôt d'accord avec Raph. C'est vrai que c'était original, et puis ça l'est plus trop. Alors c'est toujours bien, et ça apporte toujours quelque chose de différent, mais c'est plus trop original. Et on a tendance à avoir déjà vu ça. Il y en a 1 ou 2 par saison à chaque fois. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas, pareil, sortir de son thème et faire des choses tout à fait classiques et très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, le profil, ça m'inspire pas de la grande originalité. Donc du coup, forcément, comme tout à l'heure, on a tendance à le mettre un peu au milieu parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ok. Je l'ai pas dit, mais il est passé par des belles adresses quand même, notamment un 3 étoiles à Saint-Tropez, l'atelier de Joël Robuchon à Bangkok, 1 étoile, et à Londres 2 étoiles. Il était dans un restaurant à Bangkok, 1 étoile aussi. Enfin voilà, il a vu des belles cuisines. On parlait d'une touche asiatique. Là, on a la touche asiatique. C'est même bien plus que ça, puisque il y a un candidat japonais dans cette saison 12. C'est Yohei Osaka. J'espère que je le dis bien. Yohei Osaka, qui est donc japonais, qui est arrivé en France il y a 10 ans, qui est arrivé à 25 ans. Il parlait pas français. Il est venu parce que il avait découvert la cuisine française via un chef au Japon dont il est tombé amoureux de la cuisine française. Et ça, c'est intéressant, je trouve, c'est que il a cette volonté de maîtriser à 100% les classiques de la gastronomie française, et il arrive à le faire parce qu'il a bossé comme un dingue pour y arriver. Et là, pour le coup, lui, c'est même pas des touches asiatiques qu'il ajoute, c'est vraiment de la cuisine qu'on appelle fusion, où il mélange complètement les deux. C'est marrant, il dit, je trouverais ça rigolo, tu vois, et son rêve, c'est de battre des Français sur des épreuves classiques de vol au vent, de pâté en croûte ou de choses comme ça. Je sais pas s'il y arrivera, mais moi, je suis curieux de savoir à quel niveau il arrivera à se situer par rapport à des gens qui ont vécu là-dedans toute leur vie. Lucas. Il va nous revisiter le pâté en croûte. C'est sûr. Il va nous épreuve revisiter la vol au vent. Il va revisiter quelque chose, lui. C'est sûr. Je le sens. Il va revisiter les classiques de la gastronomie française. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Là, c'est vrai que c'est différent. C'est pas un chef français qui est parti et qui a des influences asiatiques, comme tu dis. C'est un chef asiatique qui évolue dans la cuisine française. Du coup, c'est un peu différent. Ça, c'est un peu plus original, on va dire déjà. Pour la créativité, c'est pas mal. Raphaël, est-ce que toi, ça t'inspire ? Est-ce qu'il t'inspire, ce chef ? Moi, on en reparlera à la fin, mais dans mon classement, je l'ai au même niveau que Pierre Chomet. Ces 2 profils, bon, je sais pas, tu sens qu'il y a de la technique et tout, hein, qui sont bons, mais sur le papier, là, comme ça m'inspire pas plus que ça. J'attends de voir, ouais. Le candidat suivant, en l'occurrence la candidate suivante, Sarah Mingui. Alors une des plus jeunes, elle n'a pas énormément d'expérience par rapport à d'autres candidats dont on a déjà parlé qui ont un peu plus vu. Et alors elle comment dire, elle ne cherche pas vraiment les étoiles, elle cherche pas les grands noms de la cuisine. Elle fait un peu son truc. Pas dans son coin, mais disons qu'elle a envie de réussir par ses propres moyens, ce qui est tout à fait louable. Et du coup, moi j'ai l'impression que ça va être un avantage pour elle dans cette saison-là, puisqu'elle n'a pas vraiment on va dire de code, de trucs un peu trop formatés dans sa tête. On nous la vend comme une cuisinière très libre et décomplexée et sans limite et tout ce que tu veux. Ça peut être un double tranchant, ça peut lui jouer des tours comme ça peut lui réussir. Raphaël, toi tu la vois plutôt réussir ou pas réussir avec ce genre de profil ? Moi j'ai un peu peur pour elle, hein. Clairement je l'ai pas très très bien classée. Comme tu dis, c'est bien d'avoir aucun code, de s'en affranchir. Effectivement, dans la saison de la créativité, ça peut être une bonne surprise. Et puis, de toute manière, il y a tellement de cuisiniers en France que tous ne peuvent pas passer par les maisons étoilées, tous ne peuvent pas être remarqués. Donc, bien sûr, on peut avoir des chefs extrêmement talentueux qui passent un peu au travers des radars, d'autant plus si elle le cherche. Clairement. Maintenant, je pense que dans Top Chef, il y a un moment où les limites d'une cuisine, comme elle se décrit, une cuisine sans chichi et brute, j'ai peur que le pas de chichi et le brut, ça passe pas toujours dans Top Chef.
Ouais, je suis assez d'accord et d'ailleurs moi malheureusement je la vois être la première éliminée de cette saison 12, on verra si c'est le cas, je ne le lui souhaite pas évidemment, mais de toute façon il en faudra bien un ou une, et effectivement je pense que malheureusement un peu le manque d'expérience et aussi ce côté trop, pas anticonformiste mais trop différent, risque de lui jouer des tours. Toi Lucas, est-ce qu'elle peut s'en sortir pour toi? Ouais, pareil, elle pourrait s'en sortir sur quelques épreuves. Après, on verra ce que ça va donner. À chaque fois, je regarde où est-ce que je les ai classés pour pas être complètement incohérent. Tu l'as mis au milieu, tu l'as mise en 9e position. Au milieu, donc en fait, parce que difficile de se faire un avis, un parcours, comme tu dis, qui sort un petit peu de l'ordinaire sans être en fait extrêmement original. Donc en fait, comme Raph disait, ça peut s'en sortir sur quelques épreuves, mais on a du mal à la voir aller jusqu'au bout, sauf en cas d'énorme révélation. Oui, mais qu'on lui souhaite, bien sûr, on ne souhaite de mal à personne. Il faudra bien qu'il y en ait un qui soit éliminé. Oui, et puis, de toute façon, comme dit, il faudra bien qu'il y en ait un ou une qui parte. Peut-être pas la première épreuve, d'ailleurs. Il y en a même 3 qui partent, de toute manière, dès la première épreuve. Est-ce que c'est vraiment dès la première? 4 brigades avec... Ils sont combien par brigade? 3, du coup je sais pas. 3, parce que sinon, s'ils sont 4, il manque quelqu'un. Parce qu'il y a 15 candidats. Donc ça fait 12 candidats à retenir à la fin de l'émission. Donc de toute manière, t'en as 3 qui sautent. Hein, donc, c'est vrai. Ça va écrémer. Ça va écrémer. Attention, ça va trancher. Alors à l'inverse, là, on arrive sur un candidat qui est peut-être déjà, avant que l'émission n'ait commencé, le grand favori, c'est Mathias Marc, qui aujourd'hui est chef de son restaurant depuis 2 ans. Le restaurant, comment il s'appelle? Je l'ai vu tout à l'heure. Évidemment, je le trouve plus. Si, le Substance. Depuis 3 ans déjà, donc ça c'est important. Il a là où tous les candidats, on nous mettait leur parcours. Lui, on nous met une liste longue comme le bras de palmarès, des distinctions de jeunes chefs de l'année, de top 10 des chefs de demain, de 5 chefs qui feront la gastronomie, de tout ce que vous voulez. Mathias Marc, donc, qui semble être le favori, et pourtant en lisant la description du truc, alors oui, il a plein de distinctions de machin et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il est un truc extraordinaire qui fait que, à part qu'il cuisine très bien, qui fait qu'aujourd'hui il peut prétendre à ce poste de favori. Raphaël, je sais que tu l'as mis en chouchou, pourquoi? Non, mais je vais d'abord laisser Lucas parce que je le vois en position boxeur, prêt à défendre son avis. Donc aïe. Bon, alors Lucas, vas-y, puisque tu l'as mis avant-dernier. En fait, je me suis mis en position boxeur, en position défense, surtout parce qu'on va vous révéler les coulisses. J'ai fait mon classement un petit peu après les autres, et Raoul était très déçu que je le mette bas, de peur que je fausse tout le classement de tout le monde. Alors, voilà, on va pas spoiler, j'ai pas faussé grand-chose, mais c'est vrai que je l'ai mis beaucoup plus bas que tout le monde. Non, mais c'est un délit de faciès, clairement. Moi, le côté cool kid, je me suis dit, tout le monde le voit favori, il faut qu'il y en ait un de nous qui le voit pas favori pour que je puisse dire j'avais raison. En fait, c'est la technique, ça. C'est la technique de Raph. Je vous le dis, dans d'autres, on a l'occasion de parler d'autres sujets, notamment sportifs. Et Raphaël a cette technique-là de dire quelque chose complètement incohérent, et en espérant que ça marche, parce que de temps en temps ça va marcher forcément, et il pourra dire j'avais raison. Donc voilà, messieurs, quand celui-là se fera éliminer dès le premier et le deuxième, vous m'entendrez dire j'avais raison. Alors ce qui est énorme, j'ai eu peur que tu m'envoies cette pique dans la tête, parce que j'ai cru que tu allais me dire il a fait une Raoul, mais non, mais très bien, ça me va, on peut dire qu'il a fait une Raphaël. Du coup, Raphaël, défends-nous Mathias Marc. Non, écoute, là purement sur un truc où on peut juger pour le moment les candidats que sur le CV, de ce que je vois, forcément, t'as énuméré toutes les distinctions. Il est déjà chef de son resto, donc il dirige une brigade, il a des trucs. Quand tu lis son parcours, il a déjà une démarche éco-responsable. Il travaille sur, alors je sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment il travaille énormément sur l'expérience polysensorielle. Ouais. J'attends de voir le polysensoriel, mais quand tu lis tout ça, tu sens que le mec il est clairement dans les favoris. Après, ça veut pas dire qu'il va aller au bout, hein, mais sur le papier, avant même de les avoir vus tous commencer à cuisiner un seul plat, lui ressort un peu par rapport aux autres, quoi. Moi je trouve que c'est peut-être celui qui est le plus, ça a l'air paradoxal dans une émission comme Top Chef, mais qui est le plus cuisinier aujourd'hui, en mode il a son restaurant, il est très dans le tout ce qui est hiérarchie entre le chef, le second, le machin, très dans la cuisine locale, très dans
il connaît les codes hyper bien de ce milieu-là, et effectivement, il a toute une liste de palmarès et de distinctions qui font de lui un des favoris. Moi, je l'ai mis deuxième, histoire de pas faire comme tout le monde, mais oui, très clairement, sur le papier, il a tout ce qu'il faut pour aller loin aujourd'hui. Candidat suivant. Alors, le candidat suivant, c'est Jarvis Scott, et je suis content parce que Jarvis Scott, on l'a déjà vu un petit peu, si vous avez suivi les réseaux sociaux de M6 et de Top Chef sur Internet, on a déjà vu une petite partie de ce qu'il allait nous faire pendant la première émission. En l'occurrence, une compotée d'oignons pour un dessert, donc ça c'est plutôt cool. Lui rapidement, il est assez jeune, il a 24 ans seulement, c'est un des plus jeunes de la saison je crois, et on nous dit que sa famille en cuisine a remplacé sa famille, je cite, quelque peu défaillante. Alors peut-être que ce sera la belle histoire qu'on va nous vendre, vous savez quand même qu'M6 aime bien raconter aussi des belles histoires autour des candidats, donc peut-être que ce sera un peu la belle histoire de cette saison 12, et il a pas peur d'oser, en tout cas des trucs, et d'avoir de la créativité, c'est la bonne saison, dans son assiette, notamment avec cette compotée d'oignons. Moi, il y a un truc que je veux voir, c'est si un jour, comme il le dit dans la vidéo de présentation d'M6, il est mof, qu'ils mettent les Santiago. Ça, c'est, voilà, je trouve ça rigolo. J'aime bien les mecs qui ont des idées un peu saugrenues comme ça. Et je crois que j'avais pas mis très haut dans mon classement, mais bon, pourquoi pas me faire surprendre. Est-ce que vous aussi, vous voudriez vous faire surprendre par Jarvis, Raphaël? Ouais, bah l'extrait dont tu parles est surprenant, hein. On en verra plus mercredi prochain, mais bon, après, voilà, moi je l'ai mis milieu de tableau, j'avoue que j'attends de voir. C'est un candidat qui, là, de prime abord, me donne pas trop j'ai pas trop d'opinion dessus, hein. Je vais vite passer la main, mais... Parfait, bah alors Lucas, vas-y, prends la main. Je l'ai mis au milieu de tableau aussi, mais ouais, j'ai envie qu'il me surprenne. J'ai envie qu'il pose un freestyle. Jarvis Scott, moi, ça m'a fait penser de suite à Travis Scott. Bah oui. Donc, j'ai vu l'extrait dont tu parles aussi avec la compotée d'oignons. Je m'attendais à ce qu'il pose un freestyle. Mais pourquoi pas les Santiago, pourquoi pas. Ouais, non, moi, après, j'avais lu que quelque chose qui voyait ça comme un accélérateur pour sa carrière. C'est pas souvent bon signe, ça. Non. Parce que ça fait un petit peu le cuisinier qui vient pour se montrer. Qui pourra dire qu'il a fait Top Chef, mais il vient pas forcément pour gagner. Après, c'est tout à son honneur, hein, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça le place pas forcément comme favori. Mais bon, Jarvis Scott, rien que pour le nom, déjà, moi, j'aime bien. Candidate suivante, Pauline Sen, alors Séné ou Sen, je ne sais pas. Pauline Sen, moi j'y crois un peu à Pauline Sen, je dois l'avouer, je l'ai mise top 3 de mon classement. Pauline qui a un fort potentiel, qui est très exigeante, très portée sur la cuisine depuis toute petite. On nous raconte que à 7 ans, son papa qui est grossiste à Rungis lui amenait les légumes au fur et à mesure qu'elle avait des idées pour faire sa cuisine. Très adepte de la bistronomie. Alors ça, c'est toujours un terme qui me fait un peu rigoler, mais comme c'est à la mode, bon bah on est obligé de croire que ça veut dire quelque chose. Et grande technicienne, très très pointilleuse, voilà, c'est une candidate qui a des acquis et des on va dire une méthode sûre en tout cas, et qui, moi, du coup, me laisse penser qu'elle a de quoi aller très loin. Je crois que vous étiez assez d'accord avec moi. Ouais, Raphaël, tu l'as en 5, Lucas, tu l'as en dernière. Alors, Lucas, explique-toi. Ah ouais, j'attendais que tu tombes sur mon classement, ouais, parce que tu disais, vous êtes plutôt d'accord avec moi. Je me suis dit, attends qu'il tombe sur mon classement, il va voir si je suis d'accord avec lui. Pareil, alors moi je l'ai mis dernière. C'est plutôt parce que dans sa description, et parce que c'est la seule chose sur laquelle on peut se baser pour l'instant, elle avait l'air très stricte, un peu le doigt sur la couture du pantalon. Et je sais plus qui l'année dernière, une fille aussi pareil avait été un peu comme ça. Je vais pas dire de bêtises, mais et du coup, la brigade de Saran. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises sur le nom. Les adeptes s'en rappelleront certainement, mais un peu trop strict, un peu trop les choses, il faut les faire comme ça et pas autrement parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Et dans une émission comme Top Chef, où même si on essaie de reproduire exactement des conditions de cuisine, mais il y a du temps, il y a des choses qu'on peut pas et des contraintes, je me dis que ça peut être compliqué, surtout dans une saison où on parle de créativité. Je me dis que ça peut être compliqué. Du coup, le coup près est tombé. Elle sera dernière. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Raphaël, défends-la un peu. Très rapide, hein. J'avoue, moi c'est plus un feeling. Je sais pas, comme toi, un peu, elle me fait une bonne impression. Carré, technique, l'amour du produit avec un père grossiste au marché de Rungis. Visiblement, c'est un truc dans lequel elle baigne depuis toute petite. Donc, je sais pas, elle a un CV, bonne intuition dessus. Donc, c'est clairement subjectif comme voilà, hein, depuis le début. Ouais, bien sûr. Bon pressentiment avec elle.
Messieurs, on arrive à Charline Stingel, ou encore une fois, je ne sais pas, Charline, qui est la gagnante d'Objectif Top Chef. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a regardé Objectif Top Chef? Non, oui, pardon, j'ai pas entendu. Ah bah vas-y, dis-nous, Raphaël, présente-le-nous rapidement. Oui, écoute, j'ai fait tout j'ai fait une bonne partie d'Objectif Top Chef. Clairement, tu sens que c'est une jeune prodige, un jeune fille en chef, futur chef en devenir clairement. Je suis pas sûr que c'était la meilleure du concours, mais bon, on va pas refaire l'histoire du jeu, mais en tout cas, en finale, elle a été hyper costaud face à son adversaire. Elle a fait un superbe trompe-l'œil pendant Objectif Top Chef, un trompe-l'œil où elle a fait une orange qui en fait, à l'intérieur, était du canard à l'orange. Bref, c'était absolument incroyable. Et d'ailleurs, ça a fait, je pense que c'est là où Philippe a eu un petit coup de cœur pour elle, pour sa future brigade, parce qu'il faut le rappeler, comme elle a gagné Objectif Top Chef, elle rentre dans la brigade de Philippe. Oui. Donc voilà, elle a du potentiel. Par contre, lors d'Objectif Top Chef, à un moment, elle a 2-3 fois flanché un peu sous la pression. Elle est vite reprise, donc ça c'est positif, elle se reprend vite. Mais tu sens qu'à son jeune âge, 18 ans, il y avait un petit peu de pression. Donc je pense que ça va être un peu dur pour elle quand même. Moi, je veux bien être surpris. Je l'ai mise en bas du classement parce que forcément, c'est une de celles qui a le moins d'expérience. Mais comme tu dis, elle a beaucoup de promesses. Elle a fait 3e au meilleur apprenti de France aussi, au concours du meilleur apprenti de France. Donc voilà, il y a beaucoup de promesses. Et je crois, Lucas, de ce que je vois, que tu crois bien en elle. Dis-nous, défends-la. Oui, défends-la. Alors, j'ai pas eu l'occasion de regarder tout au Objectif Top Chef, donc je peux pas en parler aussi précisément que Raph. Mais c'est vrai que bon, quand c'est un cuisinier qui arrive d'Objectif Top Chef, on a tous un peu plus de sympathie. En tout cas, pour ma part, t'as forcément un petit peu plus de sympathie parce que tu sais que c'est l'underdog un petit peu, c'est l'outsider qui est pas forcément attendu. Et donc du coup, et puis l'année dernière, par exemple, Gratien, bien sûr, qui lui était carrément amateur. Et donc du coup, on a un peu plus de sympathie. Donc ouais, j'ai dû la mettre dans le haut du classement. Mais voilà, j'attends de voir. Mais ça m'a plu. Ça me plaît ce concept de prendre quelqu'un qui est plus jeune, moins expérimenté, pour se friter aux autres. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Le côté un peu petit pousset attire souvent la sympathie du public. Baptiste Trudel, candidat suivant, il nous en reste plus que 3. Baptiste Trudel, parcours assez international aussi, chef des restaurants à Paris, le mordu. Il me donne le sentiment d'un gars assez touche à tout, assez branché street food. Alors je vais vous donner sa devise, c'est funky, sexy, tasty. Encore un, vous le disiez tout à l'heure, qui met des touches asiatiques dans ses plats. Je suis pas forcément hyper convaincu. J'ai l'impression que il a plein de qualités intéressantes, mais que il a pas un point très fort comme pourraient l'avoir les autres candidats de cette saison. Raphaël, est-ce que tu partages cet avis? Oui, je partage. Comme tu dis, il y a un CV, il y a un parcours. Visiblement, il a même commencé par la plonge, donc ça, c'est sympa en termes de vraiment de parcours de vie, dans le milieu. Maintenant, sa description de son univers culinaire funky, sexy, tasty, voilà. Je demande à voir parce que quand tu lances ça, va falloir assumer derrière, quoi. C'est ça. Alors que Lucas, encore une fois, a fait l'inverse de tout le monde et l'a mis 3e de son classement, Lucas. Ouais, moi, le funky, tasty, sexy, ça te parle. Dans l'ordre, je sais pas si j'avais le bon ordre. Mais ouais, moi, ça m'a parlé. Parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. En effet, il faut assumer derrière. C'est vrai qu'il faut assumer derrière. Mais je sais pas, je le vois bien dans une brigade avec Jarvis Scott pour poser des freestyles funky, tasty, sexy. Aïe. Mais ouais, moi, ça m'a parlé. Je l'ai mis 3e. Il fallait bien en mettre en haut du classement. Je peux pas démonter tout le monde. Non, bien sûr. Il y a qu'il y en a que je mette au-dessus. Donc ouais, pourquoi pas. Avant-dernier candidat, messieurs, Mathieu Van de Velde. Alors Mathieu Van de Velde, comme son nom le laisse présager, est belge. Il a 22 ans et moi c'est mon chouchou pour cette saison 12, je vous l'annonce. Déjà parce que on a vu qu'un Belge de 22 ans dans Top Chef, ça pouvait faire des étincelles. Je vous rappelle Mallory de l'an dernier. Et ce que j'adore, c'est que apparemment il se serait préparé depuis des années pour Top Chef en se chronométrant chez lui pendant qu'il fait la cuisine pour se
préparer aux épreuves et tout. J'adore. Je suis giga fan du gars qui, depuis qu'il fait de la cuisine, se dit vas-y, moi je vais faire Top Chef et je vais tout préparer à l'avance et tout pour être chaud en arrivant le jour J. Et en plus de ça, il a l'air d'avoir de la technique et de la maîtrise culinaire qui sont, bien sûr, c'est toujours important quand on fait une émission comme ça, avec des cuissons un peu différentes, de cuire en se basant, enfin faire des trucs salés mais sans rajouter de sel, en utilisant le sel dans les aliments, réfléchir un peu, faire des trucs un peu intelligents comme Maury le faisait notamment dans la saison 11 et que j'aimais beaucoup. Donc voilà, moi c'est mon chouchou, j'espère qu'il va pouvoir aller au bout. Raphaël, tu l'as mis 3e, donc c'est que tu crois un peu en lui aussi. Ouais, du coup je vais faire très court parce que tu as essentiellement tout dit, et en plus à 22 ans il est sous-chef d'un double étoilé à Bruxelles, donc ça veut dire qu'il a déjà de la technique et tout, donc bonne hype autour de lui, et de nos amis belges bien entendu. Tout à fait, qu'on embrasse, qui nous écoutent en nombre, je l'espère. Lucas, bien sûr, toi il est dans la moitié inférieure du classement, ça serait trop facile. Tu n'es pas convaincu? Non, pas convaincu. C'est pas que je suis pas convaincu. Honnêtement, ça m'a pas ébloui de ce que j'ai lu, parce que encore une fois, on répète à chaque fois, on les connaît pas encore. Mais ça, c'est juste qu'il fallait classer. Il fallait forcément qu'il y en ait qui soient. Mais c'est pas une de mes têtes de Turc comme certains autres. Donc c'est juste que le fait de classer a fait qu'il était plus bas. Mais pourquoi pas? C'est vrai que l'année dernière, comme tu dis, Raoul, il y a un Belge qui a montré que les Belges de 22 ans peuvent avoir du succès dans Top Chef, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que je l'ai classé plutôt dans le bas, mais plus pour attendre qu'autre chose. J'adorerais d'ailleurs. On essayera d'avoir bien sûr des invités dans ce podcast de la scène de Top Chef. Ça serait génial d'avoir Mallory, bien sûr. S'il nous écoute, Mallory, tu nous écris. Tu passes quand tu veux. Tu nous écris, tu passes quand tu veux. Et surtout, apporte des frites. Ça sera avec plaisir. Dernier candidat, messieurs. Alors ça, c'est assez atypique et on va pouvoir finir sur cette note intéressante. C'est que c'est Adrien Zeda. Et Adrien Zeda, c'est aujourd'hui le chef du meilleur restaurant végétarien du monde. Il se trouve qu'il avait fait la première saison d'Objectif Top Chef il y a 10 ans, qu'il avait pas trop réussi, mais que depuis, apparemment, ça marche bien, et son objectif c'est de viser une étoile pour un restaurant végétarien, ce qui serait une première dans le monde. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à imaginer comment en cuisinant 100% végétarien il peut aller au bout dans ce concours. Je l'ai mis milieu de tableau parce qu'il a sûrement plein de bonnes choses à montrer, mais je sais pas bien comment ça peut fonctionner. J'ai vu que tu l'avais mis au milieu de tableau aussi, Lucas. Est-ce que pour toi c'est un pari qui peut se révéler gagnant? Ouais, c'est risqué. Après, il faut voir, est-ce qu'il va du coup cuisiner uniquement du végétarien? Je pense. Il y a des thèmes qui sont imposés qui parfois l'obligent à changer son fusil d'épaule, parce que si demain ils lui disent qu'il faut revisiter le bœuf, il fera bœuf sans bœuf, quoi. Enfin, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais après je pense que quand bien même il cuisinerait d'autres trucs, c'est pas ce qu'il cuisine au quotidien, donc forcément il est moins à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Après, je suppose que, comme tout le monde, il a commencé par de la cuisine, on va dire, classique, et donc, du coup, il sait le faire. Je sais pas du tout, mais, ou peut-être que, comme tu dis, il va, quoi qu'il arrive, et coûte que coûte, continuer à cuisiner du végétarien, ce qui serait beau, ce qui serait pas mal, mais ce qui va forcément un peu le bloquer quand il y aura des contraintes encore plus grandes. Donc, je l'ai mis milieu de tableau pour ça, mais pourquoi pas. Raphaël, il est dans ton top 2, tu y crois? Ouais, je me suis un peu emballé dessus, j'avoue, en refaisant la discussion avec vous. Sur le moment, je l'ai classé très haut parce que j'étais sorti du thème créativité, de l'épreuve avec de notre ami cuistot argentin là, dont j'arrive jamais à Calogero. Le nom. Pas du tout. Ouais, voilà, Calogreco. Calogreco, ouais. Donc je me disais, lui, chef 100% végétarien, machin, il colle. Il y a moyen qu'il colle bien à la saison et qu'il en surprenne plus d'un. Donc voilà, je l'ai classé très haut. Maintenant, c'est vrai, là où vous avez pas tort, c'est sur ce côté se réadapter, on va dire, à des épreuves imposées qui vont forcément demander de la viande. Forcément, c'est une obligation. Il pourra pas faire autrement parce que sinon, enfin, il peut pas servir sur une épreuve de cuisson de bœuf. Il peut pas servir un navet. Enfin, il va se faire juste ça sera hors sujet. Donc de toute manière, il y a pas le choix. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce qu'il peut pas apporter des touches végétales dans ses plats de viande pour vraiment se démarquer? Est-ce qu'il peut pas trouver des trucs comme ça? Parce que on l'a pas dit, mais par exemple, les candidats, chaque année, les candidats de Top Chef ont le droit d'avoir un peu des ingrédients fétiches dans le garde-manger qui peuvent demander à la production.
Là, peut-être que lui il peut nous surprendre sur des plantes, des trucs comme ça. Donc je me disais, allez, allons-y, mais peut-être un poil trop haut. Bon, après Raph, de toute façon, on le sait, ça sera le moment où tu diras, et voilà, j'avais raison, je l'avais dit, les gars. La spéciale Raphaël. Mais deuxième, personne n'y croit. Il est taquin, Lucas. Oui, vous aurez l'occasion, bien sûr, de réentendre les taquineries de Lucas tout au long de cette saison. Messieurs, voilà pour la présentation succincte. On a essayé de faire pas trop long quand même, sur les candidats. Il y en a 15, forcément, ça ira plus vite. Les émissions d'après, mais on les représentera pas tous. On se met un dernier petit jingle et puis on passe du coup, au classement complet des candidats. Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Pourquoi pas? Je goûterai un peu, mais je juge pas. Et j'ai senti un truc long, il y avait un truc long, comme ça, là, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Alors, on vous le vend depuis tout à l'heure, ce fameux classement des candidats. Donc, voilà, vous l'avez compris, on vient, nous, d'un podcast plutôt sport, plutôt football américain, voilà, vous saurez tout. Et il y a un exercice qu'on aime bien faire dans le début des saisons, c'est classer subjectivement, du coup, les équipes en fonction des forces et faiblesses de chacune via un classement global. Donc là, on s'est livré à l'exercice avec les 6 membres de la rédaction de Micro-ondes. On a fait les moyennes de chaque classement de chaque candidat, et ça nous donne un classement global. Évidemment, on l'a répété, c'est subjectif et c'est difficile à faire puisqu'on n'a pas encore vu les candidats en action, mais il fallait faire des choix. L'avenir nous dira si on est meilleur en pronostic qu'en cuisine. Comment on fait? On part du bas et on remonte pour faire la surprise en haut. Ouais, on va faire comme ça va être plus rigolo. On a déjà un peu débattu, donc on va pas forcément trop s'attarder, mais voilà, on va le faire un peu au fur et à mesure. Les 3 derniers, on va faire comme ça puisque oui, vas-y. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être au moment où on passe sur le candidat qui est notre favori pour la victoire finale, on l'annonce. Allez, on l'a plus ou moins déjà dit, mais voilà, du coup, je donnerai les candidats aussi favoris des 3 autres membres de la rédaction. J'aime bien dire de la rédaction. Donc, alors les 3 derniers, on a dit, il y aura a priori 3 éliminés à la première épreuve. Le global, ça a donné Sarah Mingui, Charline Stengel et Mohamed Cheikh. On verra. Le fait est que voilà, on l'a dit dans la présentation, c'est alors pour Charline, c'est peut-être un peu le manque d'expérience, et pour les 2 autres, c'est peut-être qu'il y a moins d'éléments un peu forts qui permettraient de se démarquer par rapport aux autres. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Charline, elle peut pas être éliminée, hein. Elle est dans la brigade de Philippe d'office, comme elle a gagné Objectif Top Chef. Ah, ça marche comme ça. J'avoue que je crois pas. En fait, je vais vous faire une confidence, messieurs. Je crois que je n'ai jamais vu la première de chaque saison de Top Chef. D'accord. Je crois que j'ai toujours rattrapé au moment de la deuxième. Je peux te le dire, ça marche comme ça. Donc elle ne sera pas éliminée quoi qu'il arrive. Ah ben alors génial. Donc ça veut dire que le 12e de notre classement, qui est Jarvis Scott, serait éliminé dès la première épreuve, au plus grand dam de notre ami Lucas. Bon, ça va, tu l'as mis milieu de tableau. Arrête. Bon. Donc pour l'instant on a dit Sarah, Charline, Mohamed, Jarvis. Après ça représente aussi peut-être le niveau qu'on leur donne. Ça veut pas dire qu'ils seront éliminés dans cet ordre-là. Yohei, le japonais en 11e. Pierre Chaumet, on l'a dit, voilà des. Alors Yohei, je sais pas, moi Yohei je le voyais plus haut, mais il y a quelques membres de la rédaction qui l'ont mis plus bas, donc voilà, ça tire un peu. Le milieu de tableau de toute façon ça va se valoir. Hein. Yohei en 11, Pierre en 10, Thomas Chisolm en 9. Et alors Thomas Chisolm c'est quand même le chouchou de Lucas, donc là il va y avoir un vrai clash entre la rédaction et les autres. Mais Lucas, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est ton favori. C'est mon favori. J'espère juste, je veux pas être déçu sur son accent franco-américain. Franco-perpignanais. Vraiment, j'attends que ça parce que ça peut le faire tomber, ça peut le faire tomber de mon classement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon favori. Et en tout cas, pensez-y. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit, bien sûr. Thomas en 9, donc on a dit Chloé Charles en 8, la chef itinérante. Baptiste Trudel, le funky sexy tasty en 7. Bruno Aubin, qui était le premier dont on a parlé. Oui, j'essaie de redonner un peu des trucs. Bruno Aubin, on en a parlé au tout début. Souvenez-vous, c'est le Bristol, c'est Eric Fréchon en 6. Et là, on rentre dans le top 5. On a mis Arnaud Baptiste, le Titi parisien, comme ils le décrivent via la prod, en 5. Adrien Zeda, le chef végétarien en 4, Pauline Séné, la technique parfaite en 3, Mathieu Van de Velde, moi je l'ai dit, c'est mon chouchou en 2, et Mathias Marc, le favori en 1, et c'est Raphaël, ton chouchou à toi. Alors, juste pour préciser, je l'ai mis favori, mais c'est pas mon chouchou, c'est pas, je mise pas la victoire sur lui, mais sur le papier, ça a l'air d'être le plus fort. Mais... Ah bon? Bah alors qui t'aurais mis en favori, toi?
Ben, tu sais quoi, moi je vais aller sur Pauline Séné. Je sais pas, j'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling sur une candidate cette année, je sens que c'est la bonne. Est-ce que c'est moi ou il n'y a jamais de femme qui a gagné Top Chef? Si, je remonte. Au début, ouais. Oui, il y en a eu une. Vous savez quoi, je vais regarder Top Chef palmarès en direct pendant qu'on enregistre cette émission. Voilà, on est une émission réactive. Je tape Top Chef sur Wikipédia, tac, je descends. Est-ce qu'on me le met les gagnants? Je vois que Cyril Lignac a été jury au début, c'est terrible. Non, ça va, je rigole. Ah ouais, mais il n'y a pas un tableau. Un des premiers qui a lancé le mouvement cuisine à la télé quand même. Ah oui, non, complètement. Ça, non, mais voilà, Cyril Lignac, j'ai une histoire particulière avec lui. Il avait une émission où il faisait son restaurant, non, avec des jeunes cuistots. C'est pas comme ça qu'il a commencé. Ah ouais, peut-être. Je sais plus. Mais le fait est que oui, comme ma femme est red dingue de lui, forcément, je l'aime pas trop. J'arrive pas à avoir trouvé facilement, mais bon. En tout cas, il y a eu, sur les dernières saisons, uniquement des cuisiniers qui ont gagné. Et d'ailleurs, il y a 4 filles, je crois, cette année, j'ai 3 ou 4. Donc voilà, s'il y en a une qui arrive à aller au bout, ce serait une belle performance. Et d'ailleurs, il me semble qu'en plus, Pauline Séné, dans sa description, elle dit que elle, son leitmotiv, ça a été de s'imposer dans un milieu d'hommes. Donc voilà, ce serait une belle victoire pour elle aussi. Je vous redonne le classement, comme ça, vous l'avez en tête, puis on vous le remettra sur les réseaux sociaux, mais comme ça, vous pourrez en débattre avec vos amis tout de suite. Sarah en 15, Charline en 14, Mohamed en 13, Jarvis 12 et Yoaï 11. Ça, c'est le bas, malheureusement, du classement aujourd'hui. Pierre en 10, Thomas en 9, le franco-perpignanais. Chloé en 8, Baptiste en 7, Bruno en 6. Et notre top 5, Arnaud en 5, Adrien en 4, Pauline en 3, Mathieu en 2 et Mathias en 1. Voilà, on vous a tout dit. Je crois qu'on a fait le tour de ce classement et on a fait le tour. Est-ce qu'on se risque un petit qui va avec qui dans quelle brigade? Est-ce qu'il y a 2-3 idées qui vous viennent? Moi, je pense notamment aux touches asiatiques qui pourraient aller avec Paul Perret. Mais à part ça, je sais pas trop. Ouais, c'est compliqué. Qui était le stagiaire de Etchebest? On a dit que c'était Bruno Aubin, je crois. Ouais. Pourquoi pas, on le disait tout à l'heure, mais ouais, c'est compliqué, c'est difficile parce que on connaît pas non plus leur caractère. Non. Même si on a vu leur description, ça dépend beaucoup du caractère aussi, je trouve, de comment ça match avec les chefs. Par contre, ce que je voyais, c'est que ils ont été quasiment confinés tous ensemble pendant l'enregistrement de l'émission. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on va pas avoir un petit peu plus de... Parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un petit peu des touches de, on va dire, télé-réalité, même si où on a vu où Malou partait dans les studios et il était suivi quand c'est la catastrophe. Il a voulu arrêter. Voilà. Et du coup, est-ce qu'ils vont pas un petit peu plus alors je sais que c'est pas du tout ils sont pas du tout sur ce credo-là, mais vu qu'ils étaient tous ensemble et qu'ils l'ont dit et ils ont dit que ça crée un peu plus de lien entre les candidats, est-ce que ça va pas un peu plus jouer? Je sais pas. Et puis l'an dernier, il y avait un peu aussi pas des clans, mais tu voyais qu'il y avait certains candidats qui avaient forcément plus d'affinités entre eux. Est-ce qu'ils vont jouer un peu là-dessus aussi? J'espère que ça ne deviendra pas Secret Story, mais bon, c'est vrai que ça pourrait. Et du coup, messieurs, c'est comme ça que se termine déjà le premier épisode du podcast Micro-ondes. Vous pouvez nous retrouver sur la plupart des bonnes plateformes de podcast. Alors, il faut juste le temps de paramétrer tout ça, comme c'est la première émission, on va prendre le temps, mais vous aurez tout promis sur ce que vous écoutez d'habitude. Vous pouvez suivre les réseaux sociaux, bien sûr, du podcast @microondescast sur Twitter. Il n'y avait pas la plate pour podcast, donc c'est microondescast. En revanche, sur Facebook et Instagram, ça c'est au complet micro-ondes podcast. Vous verrez les jolis visuels de Ben, notamment sur les réseaux sociaux. Les émissions, ce sera a priori chaque jeudi. Faut qu'on voit avec l'équipe comment on s'organise, mais en tout cas, chaque semaine, vous aurez votre débrief de Top Chef, ça c'est promis. Et vous pouvez retrouver nos chroniqueurs sur les réseaux sociaux, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @LucasVola pour Lucas et @RaoulVDG pour moi. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette première émission. Avec grand plaisir. Merci, plaisir partagé. Bon appétit. Bien sûr, bon appétit. On espère que ça vous aura donné faim. Bon courage pour l'attente d'ici mercredi prochain. On vous rappelle que la première émission de Top Chef, c'est sur M6, mercredi 10 février à 21h05. Enfin bon, vous savez, avec la pub et tout, ça commence plutôt à 21h10. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce premier épisode. On a très très hâte. Mangez bien, des bisous. J'envoie le petit jingle. Où est-ce que c'est? Voilà, du coup c'est malin, je parle, mais je prépare pas le générique. J'envoie le générique et c'est parti. Ciao. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh, le con.
Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,